c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Merci pour l'organisation et merci de m'avoir convié à vous présenter ce sujet. Donc, juste pour un petit clin d'œil, vous voyez ici Bob Edwards avec Louise Braun ici. Donc, c'est une photo de famille, mais une photo de famille de la fécondation in vitro, hein. Et puis, Cameron, le fils de Louise Braun, vous voyez, il est né spontanément. Donc, l'infertilité, c'est pas héréditaire, comme vous le voyez ici. Bob Edwards, hein, celui qui a fait la première FIV au monde en 1978. Donc on va parler des antécédents personnels et familiaux d'infertilité. Donc c'est les facteurs d'infertilité par les antécédents et la famille. Donc comme l'a dit Pietro, je suis au centre au centre hospitalier du Sud francilien et nous avons effectivement un centre d'AMP qui vient d'ouvrir et qui marche très bien. C'est un endroit où éventuellement, si vous souhaitez venir, vous pourriez. Vous êtes les bienvenus. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'interrogatoire a encore sa place à l'heure de la fertilité et à l'heure de l'high-tech fertility? Il y a eu plein de polémiques. La valeur de prendre l'histoire finalement a été ressentie comme pas bonne. Et puis certaines personnes disaient est-ce que c'est obsolète ou alors est-ce que c'est vénérable? Est-ce que c'est notre tradition de poser des questions au couple ou aux patients? Et finalement, on est arrivé à cette conclusion que c'est l'essence de notre spécialité médicale. On est tous des médecins, parfois des pharmaciens, et on a tous, et parfois des sages-femmes aussi, et c'est notre travail de chercher les choses d'une manière simple et notamment par l'interrogatoire. Donc on va voir la valeur des données démographiques des patients, on va voir les antécédents familiaux, les antécédents personnels, l'histoire gynécologique et andrologique des patients, l'histoire reproductive et les consommations de toxiques et tout l'impact que peut avoir chacun de ces points sur les capacités de reproduction et les résultats des traitements. Alors commençons par les données démographiques. C'est le truc le plus important, je pense que tous parmi vous, vous savez. À votre avis, quelle est la chose la plus importante à estimer lorsqu'on parle d'infertilité? L'âge. Effectivement. Donc l'âge de monsieur et de madame, surtout de madame, mais on va le voir. Il y a aussi d'autres choses, le poids et la taille et la profession des patients. Alors l'âge, c'est pas un secret. À partir de 36 ans, on a une diminution claire du taux de succès, que ça soit en spontané ou que ça soit en fécondation in vitro. Et en parallèle de ça, on a une augmentation importante du taux d'aneuploïdie. Et vous voyez que c'est complètement la courbe dans le miroir, et en fait, c'est par ce biais-là probablement que les choses se font. Donc, c'est un facteur important pour la fertilité, pour l'aneuploïdie, et la fertilité clairement décline, et le déclin est accéléré à partir de 37 ans. Alors, cette étude, large étude sur du PGTA, c'est-à-dire du diagnostic préimplantatoire, on prend une cellule du blastocyte et on étudie les chromosomes. Vous avez ici 2676 patientes avec 8000 blastocytes testés et on voit que l'âge est le seul facteur d'aneuploïdie. Et l'aneuploïdie peut être majeure, hein. Vous voyez que ici vous avez le taux d'euploïdie, donc 66%, ça veut dire qu'il y a 44% des embryons, des blastocytes, qui sont aneuploïdes, qui sont anormaux, qui auront des difficultés d'implantation. Et ça peut monter très très haut, puisque vous voyez qu'on arrive jusqu'à 17% d'euploïdie, c'est-à-dire que vous avez 83% d'embryons qui sont aneuploïdes et qui donc auront des grosses difficultés d'implantation. Et d'ailleurs, vous voyez ici la diminution drastique du taux d'euploïdie en fonction de l'âge. Ça, c'est une large étude aussi qui a été menée en Angleterre sur des registres avec 250 000 femmes. Et vous voyez encore que l'âge, ici, est l'un des facteurs les plus parlants en termes de probabilité de naissance vivante, avec une courbe en sigmoïde comme on l'a déjà vu. Et on voit bien que 37-38 ans, c'est le point d'inflexion avec une diminution. Pour ce qui est de la durée d'infertilité, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins marqué. L'âge du premier traitement, finalement, on augmente un tout petit peu sur les dernières années, 2007-2008, mais ça reste relativement stable.
Et puis le nombre d'ovocytes collectés, finalement, il y a une espèce de stagnation. Ça, c'est parce qu'on n'était pas très bon encore en frisol. Maintenant, on aurait une courbe qui, sur ce côté-là, serait beaucoup plus pentue. On aurait une augmentation constante avec le nombre d'ovocytes. Alors, on a vu que l'âge de madame, c'était pas bon. En tout cas, plus on avance en âge, moins on a des bons résultats et il faut en tenir compte dans notre prise en charge. Qu'en est-il de l'âge de monsieur? C'est moins marqué, mais ça existe quand même. Vous voyez l'âge de madame en rose, l'âge de monsieur en violet. Donc il y a un déclin de l'âge du taux de succès avec l'âge de monsieur. Et il y a d'autres choses qui se passent. Il y a aussi une augmentation du taux de trisomie, de maladies autosomiques dominantes, on le verra juste après, des anomalies gonosomiques, donc X ou Y, et puis de l'otite, de la schizophrénie et des troubles bipolaires. Autre chose à noter, vous voyez ici une étude sur le taux de fausse couche. Alors, vous avez d'un côté l'âge de madame et de l'autre côté l'âge de monsieur. Et vous voyez que si l'âge de madame, ça fait pas un secret, est associé quand il est élevé à un taux de fausse couche important. Vous voyez que par contre, quand sur un âge moyen de la dame, quand monsieur est très âgé, eh bien, on a quand même une augmentation du taux de fausse couche. Cela semble signifier que madame corrige beaucoup d'erreurs. Quand elle est elle-même âgée, elle est dépassée par les erreurs et donc elle en laisse. Donc elle fait beaucoup de fausses couches, mais même quand elle est relativement jeune, et que monsieur est âgé, il induit lui-même des erreurs et qu'elle ne peut pas corriger. Voilà. Donc il y a un effet de monsieur sur le taux de fausses couches également, comme de trisomie, de maladie autosomique dominante et d'autres anomalies. Alors l'âge de monsieur, pour revenir sur les choses des tumeurs, des maladies génétiques dominantes, vous voyez ici le rétinoblastom, le syndrome d'Alpert, syndrome de Curzon, la chondroplasie, le syndrome de Pfeiffer et la neurofibromatose de type 1. Tout ça, ce sont des maladies dominantes et ça augmente avec l'âge de monsieur et ça augmente pas peu. Hein. Vous voyez les risques relatifs, on est autour de parfois 9, 10. Donc même si c'est des maladies rares, c'est des choses dont il faut parler avec les patients quand ils sont âgés. Finalement, pas si âgé que ça, hein. 45 ans, 50 ans, c'est pas si âgé que ça. On en a des patients comme ça, avec des femmes qui viennent nous rencontrer pour des problèmes d'infertilité. Alors le poids de madame, sujet controversé, parce que quand on regarde ce résultat-là, vous voyez le taux de naissance vivante, effectivement, plus on a un BMI élevé, moins c'est bon. Vous avez ici un taux à plus de 25 avec un risque relatif de 0,84 de naissance vivante, et il est d'autant plus bas qu'on est avec un BMI élevé. Les choses que l'on montre dans la littérature, c'est que malheureusement, même quand on fait des techniques d'amaigrissement, en fait, ces techniques n'ont pas d'effet sur le taux de succès. Donc finalement, pour des raisons obstétricales, on impose une tentative d'amaigrissement aux patientes pour qu'elles puissent avoir une grossesse la moins compliquée possible. Mais pour ce qui est du résultat stricto sensu en termes de FIV, finalement, on n'est pas très efficace en termes de bariatrique ou même de prise en charge médicale de l'obésité. Quand on leur demande, quand on les aide, quand on les coach pour tenter de perdre un peu de poids, on n'est pas très bon en amélioration du taux de succès. Pour ce qui est de l'insémination, les effets de l'obésité, pour l'instant, ne sont pas établis. Et j'ai fait, moi, une étude à Poissy sur 8000 inséminations et la courbe Europe, qui est une diagonale pure. Donc, on a vraiment l'impression que l'insémination n'est pas impactée par le BMI. La profession de madame, chose qu'on oublie souvent, mais les patientes qui ont des professions exposées à des toxiques, comme par exemple les coiffeuses ou les maquilleuses, qui donc ont des produits cosmétiques gras sur les peaux et donc qui peuvent passer au travers de la peau, ont un succès moins important en termes de fertilité. Vous voyez ici donc une étude, une méta-analyse de 2015 avec des délais de conception qui sont augmentés, une prématurité et surtout un RCU d'une faible poids de naissance et des pertes de grossesse qui sont également augmentés. Donc prévenir les patientes, faire attention au travail, c'est important. Une autre chose aussi, c'est tout ce qui concerne les horaires décalés. Quand on a des horaires décalés, on a des résultats moins bons. Voilà une étude de 1996 sur presque 4000 infirmières. On regardait les patientes infirmières qui étaient de jour, celles qui étaient de nuit ou celles qui faisaient les 2-8 ou les 3-8, enfin 2 shifts, 3 shifts. Et on voit que plus on a des horaires décalés, variables, moins c'est bon.
Donc finalement, avoir un œil aussi là-dessus, c'est intéressant, surtout qu'on peut éventuellement demander une amélioration de type santé du travail pour des patients qui sont infertiles. Pour ce qui est des antécédents familiaux, il faut évidemment s'intéresser à des notions de translocation robertsonienne ou réciproque. Si quelqu'un dans la famille a fait des fausses couches à répétition et qu'on a trouvé cette translocation, c'est bien de le rechercher chez nos patients. Maladie génétique, évidemment la mucoviscidose, la mutation FMR1 qui donne des réserves ovariennes très altérées chez la femme. Tout ça est important, mais il y en a d'autres évidemment. Vous avez ici les maladies qu'on recherche habituellement qui peuvent être liées avec la fertilité. Anomalie des chromosomes. Voici une très large étude, enfin pas si large d'ailleurs, de 370 couples qui ont eu des cariotypes. Et on voit que effectivement, il y a des anomalies de cariotype chez les patients infertiles. On a donc 13% chez la femme, 2,7% chez l'homme, mais la plupart sont des anomalies de gonosomes qui enfin, en tout cas, n'auront pas forcément d'impact sur le conceptus, sur le bébé à naître. Par contre, il y a quand même 2,1% orgonosomes chez monsieur et 1,1% orgonosomes chez madame, ce qui n'est pas rien. Et la question se pose sur une éventuelle indication de recherche assez large d'anomalies chromosomiques chez des patients infertiles. Quand on fait un cariotype chez monsieur, parfois, certaines équipes préconisent de faire aussi le cariotype chez madame en cas d'infertilité masculine, par exemple. Voilà. Donc, savoir quand même que sur les couples infertiles, même si ce n'est pas fréquent, il y a quand même un certain nombre d'anomalies, et notamment des anomalies qui sortent des gonosomes, donc qui peuvent avoir un impact. Mutations AZF, donc ce sont des mutations qui touchent l'homme infertile. Vous avez ici 5000 hommes infertiles avec 190 anomalies du chromosome Y découverts. Ça fait 3,6%, c'est pas beaucoup. Parmi ces anomalies du chromosome Y, 35 sont de mutations AZF, c'est-à-dire près d'un tiers. Des choses qui peuvent exister si dans la famille vous avez par exemple des anomalies de AZFC, ça ne donne pas forcément des azoospermies, donc il est possible aussi que cette mutation soit transmise à voir. Alors il y a des tabous quand même dans la fertilité quand on parle de famille. Parler d'infertilité et avouer son infertilité, c'est un tabou. Donc là, vous avez cette étude intéressante qui a pris des hommes au hasard dans la rue et qui leur a interrogé sur leurs antécédents d'infertilité à eux-mêmes et l'antécédent d'infertilité dans leur famille. Et on voit que ceux de leur famille reportaient 5 fois moins que la leur. Ça veut dire qu'en fait, cette information passe pas. Il n'y a pas de raison que dans leur famille, il y a moins d'infertilité que chez eux. Ce ne sont pas des hommes infertiles, on a juste pris un échantillon au hasard. Donc il y a des tabous qu'il faut avoir en tête. C'est pas parce qu'ils ne vous rapportent pas une pathologie ou un antécédent d'infertilité dans la famille qui n'existe pas. Antécédent personnel. Pour madame, le VIH, comme toute maladie d'ailleurs virale qui peut se passer, qui peut être une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va avoir un impact sur le traitement et éventuellement sur l'enfant à naître. Les maladies endocriniennes, la dysthyroïdie, on sait que les hypothyroïdies ont un impact sur le bébé, sur l'intelligence du bébé, donc c'est bien de la rechercher. Le diabète, c'est pareil, ça a un impact sur les malformations. Toutes ces maladies, la plupart du temps, sont des maladies auto-immunes, mais il y a d'autres maladies auto-immunes qui impactent, on va le voir, les succès reproductifs, notamment en FIV, et éventuellement même le taux de fausse couche. Donc on va voir ça juste après. Les traitements psychotropes, puisque certains passent le placenta et peuvent avoir un impact sur le bébé, et d'autres aussi induisent une hyperprolactinémie qui peut altérer l'ovulation. Les troubles du comportement alimentaire, on le verra, ont un impact clair sur la fertilité et il est bien de les rechercher. Ils ne sont pas forcément avoués. Toutes les patientes ne sont pas anorexiques et visibles comme anorexiques. Le sport, toutes les patientes qui font un sport intensif peuvent avoir des troubles des cycles. Et puis évidemment les antécédents de cancer qui, du fait de leur traitement, ont pu avoir un impact sur la réserve ovarienne. Alors, voyons un peu des nouveautés. Les anticorps, tout ce qui concerne l'auto-immunité.
C'est bien de poser cette question parce qu'en fait, les patientes vont pas forcément vous le dire directement et elles vont pas non plus l'amener dans leur bilan d'infertilité qu'elles vous donneront à dépouiller. Alors, par exemple, vous avez ici cette étude sur les anticorps antiphospholipides, une méta-analyse de 23 études, chose qu'on se pose souvent hein, comme question. Elle est récente, hein, ça date d'il y a moins de 2 ans. Anticorps antiphospholipides isolés, échec de FIV. On a quand même 3 fois plus d'échecs de FIV dans cette étude. C'est une étude observationnelle. Donc, on ne sait pas si les traitements ont un impact. N'empêche que quand même, quand on a cette notion d'anticorps antiphospholipides isolés, ça a un impact. Et c'est pas rien que de commencer un traitement de FIV, alors que il y a des chances que ça marche moins bien. Il n'y a pas d'effet sur les grossesses cliniques, les naissances vivantes. Par contre, il y a un effet évidemment sur les fausses couches, et ça on le sait, les anticorps antiphospholipides ont un impact sur les fausses couches. Anticorps antinucléaires isolés, à peu près le même genre d'études, hein, grosse étude méta-analyse qui compile toutes les études. Vous voyez que le traitement s'est amélioré hein, parce qu'on avait finalement avec le temps des résultats qui sortent de la ligne de 1, donc probablement la recherche s'est affinée. Étude méta-analyse de 9 études à 22 études, 9 études pour la FIV, 22 études pour les fausses couches. Les anticorps antinucléaires isolés. La grossesse en FIV, elle est moitié moins obtenue quand on a ces anticorps antinucléaires. Le taux d'implantation, il est impacté. Les fausses couches semblent être augmentées et les fausses couches répétitives aussi. Alors ça, c'était une notion qu'avant je n'avais pas, hein, personne ne l'avait. On pensait que les anticorps antinucléaires, c'était du lupus et que ça s'arrêtait au bébé, hein, au risque de prééclampsie, au risque de retard de croissance. Mais visiblement, d'après cette méta-analyse, ça a aussi un impact sur la fertilité et sur le résultat des traitements d'infertilité. Alors, voilà une étude, une autre étude, on va dire, narrative, méta-analyse narrative sur l'auto-immunité. Et ces auteurs concluent la même chose que ce qu'on a conclu juste avant. Il y a des auto-anticorps qui existent, que l'on peut doser, et à l'évidence, il y en a pas mal qui ont des effets, des impacts sur les fausses couches, et certains même ont des effets sur le taux de succès. Voilà. Donc c'est bien de les rechercher, parce qu'en fait, les patientes, si vous ne les recherchez pas et qu'après vous les découvrez, après un parcours plus ou moins chaotique avec des échecs, elles pourraient vous le reprocher. Et ça vous permet, vous, de envoyer ces patientes au médecin, donc à l'interniste, qui pourra éventuellement adopter une stratégie vis-à-vis de ces auto-anticorps. Alors, troubles du comportement alimentaire. C'est important de le rechercher. Voilà une étude cas témoins, 2200 cas. Il y a plus de femmes qui n'ont pas d'enfants quand on a des troubles du comportement alimentaire. Il y a moins de grossesses et de naissances. Et il y a plus d'issues de grossesses défavorables, notamment avec des patientes qui vont être amenées à faire des IVG, mais aussi des fausses couches, notamment dans le BED. Donc, rechercher ces troubles du comportement alimentaire semble être aussi une bonne stratégie. Ça dépend comment c'est avoué. Vous avez ici deux bases de données. Une de l'Utah Population Database, où c'était un diagnostic par des médecins sur des patients qui peuvent parfois nier leurs troubles. Et vous voyez qu'il y a une plus faible parité, avec un impact plus important sur la fertilité. D'un autre côté, vous avez une autre base de données, la National Longitudinal Study of Adolescent and Young Adults, où vous avez finalement un autodiagnostic, c'est des jeunes qui se disent j'ai un problème. Et vous voyez que finalement l'impact sur ces grossesses est beaucoup moins fort, voire pas du tout. Donc le fait de reconnaître son trouble, le fait d'avoir une critique peut-être aurait un impact. Antécédents personnels de monsieur. Évidemment le VIH, le diabète de monsieur, qui peut avoir des troubles qui peut avoir un impact sur la sexualité, problème d'érection. L'hypertension artérielle avec des traitements qui peuvent aussi avoir un impact sur sa sexualité, l'épilepsie, traitement qui peut donner des hyperprolactinémies, l'infection chronique qui peut avoir un impact sur le sperme, le traitement anti-cancer, impact sur le sperme également, et un certain nombre de médicaments connus pour avoir un impact sur les données spermiologiques également.
Donc vous avez ici l'introfural, la salogepirine, le kétoconazole, les psychotropes et les stéroïdes. Évidemment, les stéroïdes sexuels, notamment la testostérone, pris pour des raisons anabolisantes, et l'œstrogène, c'est des choses importantes à demander parce que c'est des causes classiques d'azoospermie, éventuellement curables. Quand on arrête la testostérone, on a une reprise de l'hypophyse et parfois une reprise de la spermatogénèse. Alors le VIH, une étude de notre hôte qui a étudié l'impact de ce VIH sur le cas où madame et monsieur sont atteints. Et en fait, on voit qu'il y a une augmentation de la durée d'infertilité et le taux d'annulation en FIV, et il y a une diminution du taux de grossesse si monsieur et madame sont atteints. On est autour de 12% versus 41% pour les couples témoins. Donc les virus ont à la fois un impact sur des problèmes réglementaires, aller dans un centre particulier, mais aussi sur le taux de succès. Histoire gynécologique de la dame. Le déroulement de la puberté est intéressant. Des patientes qui ont un SEPK ont souvent une puberté très tardive. Les règles, âge de début, la régularité des cycles, l'abondance, la dysménorrhée, le trénesme, le cytalgie, les rectorragies et les hématuries, tout ça, ça nous oriente vers une possibilité d'endométriose. La dyspareunie également, les antécédents de péritonite, salpingique et IGH, évidemment, ça nous oriente vers une possibilité de pathologie tubaire. Et puis tout ce qui concerne la chirurgie pelvienne, la plastie tubaire, l'endométriose, les kystes ovariens et les MICI qui sont connus pour avoir un impact sur les adhérences, éventuellement induire des infertilités mécaniques. Alors, comment on peut prédire l'atteinte tubaire par l'interrogatoire? Une étude maintenant un peu âgée, 2009, avec une méta-analyse de 32 études, et on voit qu'en fait, il y a des facteurs qui prédisent la découverte d'anomalies, d'adhérents, enfin d'imperméabilité tubaire. C'est par exemple l'appendicite compliquée, la chirurgie pelvienne, l'inflammation pelvienne, la grossesse extra-utérine, l'endométriose et les IST. Alors, on aurait plutôt tendance à accorder plus de crédit aux cohortes, puisqu'elles sont a priori moins biaisées. N'empêche que personne n'ira contre le fait que l'endométriose peut avoir un impact sur les trompes et donc induire une infertilité mécanique, de même que les IST. Alors là, je vous ai mis toutes les graphes pour chacune chacun des critères que j'ai listés. Et vous avez ici une autre étude publiée en 2007 où les auteurs ont tenté de faire un score. Donc vous mettez ici les points en fonction des critères de la patiente, hein, l'âge de la patiente, la durée de recherche d'avoir un enfant, l'âge de monsieur, s'il a des enfants lui-même, et ainsi de suite. Et vous avez donc deux situations, soit vous cherchez les pathologies bilatérales tubaires, soit les pathologies unilatérales tubaires, et vous donnez les points correspondants, et vous faites la somme. Et vous voyez ici cette courbe, et vous pouvez prédire le pourcentage de risque d'atteinte tubaire, et donc justifier ou non le recours à une celluloscopie éventuelle pour tenter de désobstruer ou de retirer des adhérences qui pourraient altérer la fertilité. Alors, prédire l'endométriose, ça c'est une chose que tout le monde cherche à faire. Maintenant, il y a des tests salivaires là, qui sont testés de manière très intensive. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être faites en interrogatoire, notamment en posant la question si on a déjà eu des enfants. Vous voyez que le taux de découverte de l'endométriose diminue en fonction du nombre d'enfants. Hein. Quand on a eu un enfant, on n'a pas moins d'endométriose, mais par contre, quand on a eu deux, on a clairement moins. Quand on a des fausses couches, on a moins. Quand on a une irrégularité menstruelle, on en a moins également. Évidemment, c'était des patientes infertiles, donc l'irrégularité menstruelle, ça veut dire que c'était une autre cause et c'était probablement un syndrome des ovaires polykystiques ou quelque chose comme ça. Autre étude intéressante, cette étude de 2014 où on voit que les spottings prémenstruels ont un impact sur le taux de découverte de l'endométriose. On passe de 16% à 89%, et notamment sur des lésions rouges, c'est-à-dire les régions les plus actives. Vous voyez, 52 fois plus. Pourquoi ça? Peut-être parce que les patientes qui ont l'endométriose ont une
ont une réponse à la progestérone moins importante et que du coup, elles font ces saignements prémenstruels, ces espèces de spotting au cours du cycle. Alors, histoire andrologique, maintenant de monsieur, la cryptorchidie, les hernies inguinales, la varicocèle, les torsions testiculaires, l'infection prostatite épidédémite, la chirurgie prostatique, les troubles érectiles et l'éjaculation, c'est des choses qu'il faut rechercher. Cryptorchidie, hernie inguinale et varicocèle, enfin, cryptorchidie, hernie inguinale, c'est cette fameuse exposition éventuelle in utero à des perturbateurs endocriniens, puisque la triade, la troisième chose, c'est la fertilité masculine et la possibilité éventuellement d'un cancer du testicule. La varicocèle, bon, on sait que cette varice des testicules peut avoir un impact, notamment amener des toxiques au niveau du testicule, de la chaleur, et faire qu'il y a plus de lésions, plus d'anomalies du spermogramme. Les torsions testiculaires, vous imaginez bien que l'ischémie due à une torsion testiculaire peut avoir un impact. Les infections chroniques, notamment de la prostate, peuvent avoir un impact par l'inflammation chronique qu'elles entraînent, et notamment quand des spermatozoïdes passent dans un contexte ou dans un environnement avec des radicaux libres, sécrétés par des globules blancs activés, ils prennent bien des radicaux libres et peuvent avoir un impact sur leur fragmentation d'ADN. Donc c'est pour ça qu'on la recherche. Chirurgie prostatique, l'éjaculation rétrograde peut exister. Les troubles érectiles et l'anéjaculation, c'est tout ce qui concerne les troubles sexuels et la fertilité. Ils sont nombreux et ça vous oriente vers plutôt une prise en charge sexologique avant de partir sur des traitements lourds d'infertilité. Alors, un petit clin d'œil sur une étude chinoise. Ils ont un gros impact, ils ont des grosses cohortes, donc ils peuvent avoir des choses un peu rigolotes qui sortent. Vous avez ici 110 hommes chinois étudiés en études multivariées, et vous voyez que les concentrations de leurs spermatozoïdes augmentent avec les buveurs de thé, c'est des Chinois. La mobilité augmente avec les buveurs de Coca-Cola, on va dire ça aux Américains. Ça diminue avec les antécédents chirurgie urogénitaux, possible, et l'infection évidemment, et la morphologie augmente avec le poids. Donc ce sont des Asiatiques, BMI à 24, ils sont déjà très obèses. Donc comme quoi, il n'y a pas que des pathologies, enfin que toutes les pathologies n'induisent pas des anomalies au niveau du spermogramme. L'histoire reproductive, la durée de vie commune, c'est une chose qu'on va chercher puisque plus on a une durée de vie commune, plus on sait qu'ils se sont exposés à la grossesse et plus on aura tendance à faire des traitements à la fois rapides et lourds. La fréquence des rapports sexuels, parfois vous avez des troubles sexologiques qui ne sont pas avoués initialement la solution, c'est pas forcément la FIV, ça peut être aussi une prise en charge sexologique qui aura à la fois l'intérêt sur la reproduction, mais aussi sur leur santé sexuelle, ce qui est important pour eux. Le type d'infertilité, primaire ou secondaire, normalement quand on a déjà eu des enfants, on a plus de chances d'y arriver. Les antécédents de fausse couche, d'IVG, de grossesse extra-utérine, puisque il y a un facteur de risque commun avec les adhérences, c'est l'infection génitale haute. Les antécédents obstétricaux, on va le voir avec les césariennes, et le deuil naturel pour concevoir, de même que tous les autres traitements d'infertilité, quand on a déjà eu des échecs, c'est plus difficile fatalement. Effet de la parité sur la future grossesse, vous voyez ici 1600 grossesses gémellaires après 24 semaines, et plus on a déjà des antécédents, plus ça se passe bien, on va dire. Donc moins on a des grossesses qui vont finir en très grande prématurité. L'effet sur la voie d'accouchement, une très large étude de 600 000 patientes. Quand on a une césarienne programmée, et encore plus une césarienne urgence ou encore plus une extraction instrumentale, on a moins d'enfants après. C'est des données épidémiologiques. Donc le fait d'avoir déjà eu des césariennes et des extractions instrumentales peuvent expliquer une certaine part de difficulté pour avoir des enfants. Les séquences reproductives d'avant, une très grande étude, je vous ai déjà présenté une partie de cette étude, 1 million de femmes danoises. Quand on a déjà eu des morphétane unitéro ou des GU ou des pertes de grossesse, il y a un effet négatif sur l'issue de la grossesse actuelle, et ça indépendamment de l'âge. Vous voyez le nombre de pertes de grossesse ici, jusqu'à 5, et vous voyez que ça diminue le taux de succès quasiment d'une manière parallèle. Donc
la même chose, hein, avec les séquences différentes. Et puis toujours cette même étude avec une analyse de l'impact des fausses couches ou des échecs d'implantation sur le taux de succès. Quand on a des impacts, quand on a des antécédents de fausses couches, apparemment, quand on prend des embryons qui ont été équilibrés, tout va bien, on n'a pas d'anomalie d'implantation. C'est pas parce qu'on a des fausses couches préalablement qu'on aura moins de succès. Par contre, quand on a un échec d'implantation, vous voyez ici une diminution quasiment graduelle, proportionnelle du taux d'implantation, ce qui suggère qu'il n'y a pas que le problème de l'équilibre des chromosomes en termes chromosomiques des embryons, il y a aussi le problème de l'implantation de l'endomètre qui peut avoir un impact notamment sur les échecs d'implantation. Donc les antécédents d'échecs d'implantation, notamment sur les traitements précédents, sont intéressants. Les toxiques, j'imagine que vous savez tous que fumer, c'est pas très bon pour la fertilité. Il n'y a pas que la fumée, il y a aussi le tabac, il y a aussi la caféine et évidemment les drogues. Donc, il y a le stress qui va avec. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ah, ok, très bien. Le stress va avec, mais avant tout, le tabac a un impact par lui-même sur la fertilité elle-même. Vous voyez cette diminution graduelle de la fertilité spontanée en fonction du nombre de cigarettes. J'attire votre attention sur le fait que, d'après cette étude, 16 cigarettes, ce serait la limite. Je pense que si on prenait plus de patientes, on aurait des effets des 5 cigarettes, donc ça ne justifie pas le fait que les patientes doivent fumer moins de 7 cigarettes par jour. Le délai de conception de plus de 9 mois, vous voyez qu'il augmente et il est plus important au-delà de 10 cigarettes par jour. La fertilité spontanée en délai de conception dans cette autre étude augmente également avec les patientes qui fument plus. Et donc cette méta-analyse de étude de cohorte, le tabagisme féminin est un risque relatif d'infertilité de 1,4, ce qui est pas forcément très important, mais enfin quand même. Bref, donc pour ce qui est de la fertilité spontanée des patientes qui fument, il y a plus d'infertilité quand les femmes fument. C'est significatif pour des tabagismes importants. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'études sur le tabagisme masculin. Ça ne veut pas dire qu'il faut les empêcher, leur permettre de fumer. Tabac et résultats en FIV. Maintenant, cette large méta-analyse d'études où l'on voit qu'il y a un impact important du tabagisme sur le succès en termes de FIV. Vous avez 50% des résultats en moins quand on fume. Ça, c'est le taux de fausse couche. Ça multiplie par 2,6. C'est pas rien. Et donc, pour conclure cette méta-analyse, un taux de fécondation pour lequel il n'y a pas d'effet du tabac, mais le taux de grossesse clinique, il est à 0,56 en risque relatif, en ratio. Donc c'est significatif, très significatif. Le taux de naissance vivante encore plus. Le taux de fausse couche 2 fois plus et le taux de grossesse extra-utérine 15 fois plus. Donc le tabac chez la femme, d'autant plus qu'elle veut faire de la FIV, c'est vraiment quelque chose à bannir. Et je pense que c'est une des choses avec l'âge qu'il faut retenir dans ce couple. Tabac et âge, deux axes pour travailler, pour avoir de meilleurs résultats. Évidemment, on ne peut pas rajeunir les patientes, donc essayer de raccourcir leur temps quand c'est nécessaire. Et le tabac, leur demander le plus possible d'arrêter de fumer. Donc, conclusion pour ce cours, et je suis presque à l'heure. L'interrogatoire, pour moi, ça reste incontournable dans la prise en charge d'infertilité. J'espère vous avoir convaincu de ça. Ça permet à la fois d'orienter les patientes vers le traitement d'infertilité adapté, voire un traitement sexologique quand c'est nécessaire, d'estimer et de pouvoir aussi prévenir la patiente d'un pronostic qui pourrait être altéré. Le facteur le plus important, c'est l'âge. Donc, travaillons donc à bien diagnostiquer, rapidement diagnostiquer les problèmes d'infertilité. Quand vous faites perdre 1 an à une patiente, c'est une perte sèche du taux de succès. Et le tabagisme, c'est vraiment la chose évitable la plus néfaste que je vous invite à prévenir la patiente et essayer de faire qu'elle arrête de fumer.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.